Quand les vautours disparaîtront, le soleil brillera pour tous. Alors c'est vraiment une question très intéressante parce que moi-même j'ai organisé un forum ici au Parlement européen sur mais comment la personne d'origine étrangère et de couleur en particulier trouve sa place en Europe. Et un chercheur britannique m'a dit « Mais pourquoi vous posez-vous la question de savoir comment une personne de couleur a sa place en Europe? Pensez-vous que l'Europe soit blanche ?» On a aujourd'hui des générations, des 3e, 4e générations, 5e générations d'Européens de la diversité culturelle qui sont là et on a toujours tendance à les ramener à leurs origines premières. Et je trouve que c'est vraiment un problème aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore intégré la diversité culturelle en Europe. On a la diversité culturelle entre pays européens, donc on accepte la différence entre un Espagnol et un Allemand, entre un Letton et un Bulgare, mais on n'a pas intégré la diversité culturelle à l'intérieur même du projet européen. Et je trouve qu'il y a là un vrai travail à faire. Aujourd'hui, il y a une directive contre le racisme qui définit toutes les formes de racisme aujourd'hui en Europe, l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme du genre, le racisme lié à l'orientation sexuelle. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il n'y a pas de définition du racisme de couleur. Alors que c'est aujourd'hui, les personnes qui sont les personnes de couleur en Europe sont les personnes les plus discriminées, sont les personnes qui ont les plus hauts niveaux d'éducation, si on compare avec la moyenne par exemple en Belgique, et pourtant ce sont les personnes qui ont le plus haut taux de chômage aujourd'hui en Belgique ou en Europe. Comment? Le problème, c'est qu'on a parfois une tendance à faire du deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'avec certains, on va exiger les valeurs de droit universel des droits de l'homme, et avec d'autres, on va parfois les mettre un peu de côté parce que l'intérêt économique est plus important. Et je trouve que l'Europe aurait tout à gagner à être beaucoup plus cohérente dans ses politiques. Travailler avec le continent africain, à la fois sur des relations démocratiques et sur des relations économiques, est tout à fait possible. Mais elle doit le faire de manière sincère, c'est-à-dire l'Europe ne doit pas cacher derrière son projet humaniste un projet économique qui va faire l'inverse finalement. Et moi je me suis beaucoup battue contre les accords commerciaux entre l'Europe et l'Afrique, non pas parce que je pense qu'il ne faut pas de commerce entre l'Europe et l'Afrique, au contraire, mais je pense que ce commerce doit être gagnant-gagnant. Il doit aider, il doit permettre à l'économie africaine de mieux diversifier ses productions, de mieux faire du commerce interne à l'Afrique, de mieux produire des produits qui sont nécessaires au continent africain. Et ça permettrait justement de protéger les populations, de ne pas venir piller les populations africaines qui finalement n'auraient que d'autres avenirs que de traverser la Méditerranée à un moment donné. Difficile aujourd'hui si vous êtes un petit indépendant qui payait au maximum vos impôts. Parce qu'entre un petit cafetier qui paye ses impôts et Starbucks Café qui ne paye pas d'impôts parce qu'il est dans un paradis fiscal, eh bien ça rend les choses extrêmement difficiles. Et donc moi c'est ça que je veux corriger au niveau de l'Europe. Alors pas du tout. Moi je pense que c'est un peu comme quand vous avez des bons amis, vous les critiquez parce que vous les aimez. Et donc l'Europe c'est la même chose, c'est-à-dire si vous aimez le projet européen, vous ne pouvez pas dire tout va bien en Europe. 60% des lois nationales viennent de la décision européenne. Mais quand elles s'appliquent, c'est ce qu'on appelle les transpositions, ce sont les États membres qui les transposent. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand la transposition est une transposition qui va dans le sens des citoyens, c'est ce que les citoyens demandent, les États membres disent « Ah mais c'est nous qui l'avons fait ». C'est grâce à nous, moi l'État belge, moi le gouvernement belge, j'ai fait ça. Par contre, quand la transposition ne va pas dans le sens du citoyen, le politique national a tendance à dire « oui, mais c'est à cause de l'Europe et donc je dois le faire parce que l'Europe m'a demandé de le faire ». Et donc ce qui apparaît finalement, ce n'est pas une politique équilibrée de la politique européenne, c'est tout ce qui est mauvais, c'est l'Europe, et tout ce qui est bon, ce sont les États membres. Et c'est aussi ça qui pose difficulté, c'est que nous avons des responsables politiques nationaux qui ne prennent pas leurs responsabilités
par rapport au message qu'il donne sur les politiques européennes. Et donc de pouvoir avoir fait des batailles sur un certain nombre de sujets, et je vais y revenir, pour moi c'est ma fierté, c'est de ne jamais avoir baissé les bras pendant les 5 années qui viennent de s'écouler. C'est non, il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de fatalité, il y a moyen de gagner. Quand on a commencé cette législation, la Commission européenne était venue avec une législation extrêmement, je dirais, soft, en disant on va peut-être demander aux entreprises d'être un petit peu plus attentives sur la manière dont elles s'approvisionnent de ces minerais qui sont le coltan, l'or, qui viennent des pays africains pour la plupart. Et quand elle est venue avec ce projet au Parlement européen, j'ai dit je préfère ne pas avoir de loi que d'avoir une loi hypocrite. Et donc je dis soit on modifie cette loi pour la rendre effective, c'est-à-dire obligatoire avec des sanctions auprès des entreprises qui ne la respectent pas, soit on abandonne la loi. Mais on ne peut pas être hypocrite quand il s'agit de vie et de mort de personnes aujourd'hui en Afrique. Et on a travaillé pendant plus d'1 an à chercher des alliances, à convaincre, à aller voir député par député pour dire ce que la Commission propose n'est pas le bon angle d'attaque. Et on a gagné. Après 1 an de travail, après un premier échec dans la commission commerce international où j'ai perdu, et j'aurais pu dire, tant pis, j'ai perdu. J'ai dit non, je ne me résignerai pas. Et j'ai été voir député par député au Parlement européen, dans les familles démocrates. Et finalement, à 10 voix près, on a gagné cette législation. Et donc ça, je pense que c'est important de montrer aux gens, parce que souvent, quand vous rencontrez les personnes, elles disent « Oh, de toute façon, on n'arrive pas à changer le monde ». Je pense que quand vous n'acceptez pas d'être vaincu, quand vous pensez qu'il y a moyen de gagner, il faut toujours mettre l'énergie. On peut perdre, bien sûr, on a perdu des combats. Si je prends l'exemple du glyphosate, par exemple, l'interdiction du glyphosate, on l'avait gagné au Parlement européen. Et pourtant, le Conseil des ministres est venu en disant non, finalement, on va quand même continuer à utiliser le glyphosate. Et donc, on a perdu certains combats, mais on en a gagné. Je suis née à Mons, donc une petite ville en Wallonie, pas si petite que ça. Mes parents sont des immigrés du sud de l'Italie, de la Sicile. Ils sont arrivés en Belgique après la Seconde Guerre mondiale. Mon père était mineur. Et puis, comme tout immigré, les mines ont fermé, il est allé dans la faïencerie, verrerie, faïencerie, donc toutes les industries qui existaient. Et il a terminé sa carrière dans la sidérurgie. Donc c'était un ouvrier sidérurgiste. Ma mère était mère de 3 enfants, donc elle s'est magnifiquement occupée de nous, les 3 enfants. Elle était mère au foyer. Elle était couturière, donc elle nous faisait nos vêtements parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc elle nous confectionnait nos vêtements. Et puis j'ai étudié, donc j'ai fait mes études pas super brillantes. J'étais un peu garçon manqué, moi. Quand j'étais m'inscrire en première secondaire, c'est ma sœur qui m'inscrivait et la directrice de l'école dit « Ah, tu viens inscrire avec ton petit frère ». Donc pour dire que j'étais vraiment un petit garçon manqué. Oui, quand vous venez d'un milieu qui n'est pas... ma mère ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Mon père était ouvrier qui faisait les pauses, donc qui travaillait beaucoup, qui n'était pas très présent. Et donc forcément, vous avez des lacunes. Je pense que les enfants sont toujours heureuses, même si vues de l'extérieur, elles peuvent sembler malheureuses. Moi, je me suis retrouvée en Palestine avec des enfants qui étaient en dessous des décombres, des décombres et qui ramassaient des fleurs et qui couraient dans la rue et il y avait une école du cirque et qui faisait les clowns et donc vu de l'extérieur vous avez le cœur gros comme ça parce que vous dites les pauvres, mais eux vus de l'intérieur ils sont heureux. Il y a des choses qui peuvent vous rendre fataliste, qui peuvent dire il n'y a pas moyen. Moi, la tristesse, ça me rend plutôt allez, on y va, quoi. On y va, parce qu'on n'a pas le droit d'être triste. On n'a pas le droit de juste pleurer. Je trouve qu'on a le droit de pleurer. C'est important, mais on n'a pas le droit de juste pleurer. Oh, les pâtes. Voilà, alors moi je mange des pâtes tous les jours. Et les pâtes, ce qui est bien, c'est que c'est facile, ça cuit vite et vous pouvez les faire à tout. Donc moi je mange des pâtes aux légumes, des pâtes aux lentilles, je fais des pâtes, il suffit d'avoir un peu de quelque chose et des pâtes. Et alors ce qui est magnifique avec les pâtes, c'est que vous pouvez inviter plein de gens
Parce qu'avec peu de choses, vous faites un festin. Vous n'avez pas besoin de préparer longtemps, ça cuit en 10 minutes. Et donc c'est un repas qui est facile et bon. Quand les vautours disparaîtront, le soleil brillera pour tous. Et je trouve qu'on vit dans un monde de prédateurs. Et c'est pour ça qu'une partie du monde vit dans l'obscurité, vit dans le noir, vit sans lumière. Parce qu'il y a des gens qui captent tout. Et donc je dis toujours, quand les vautours partiront, le soleil brillera pour tout le monde. Donc on doit arrêter ce monde qui est un monde de domination et d'égoïsme.